Ici Folie Douce, le podcast où se rencontrent genre, culture et santé mentale. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, mon invitée est Mamary pour un épisode enregistré au MUSEM dans le cadre des rencontres Bien dans sa tête. Initialement, je savais demander de l'aide et que soit on m'en a pas donné, soit on m'en a donné très très mal. Et donc, je me suis mise à ne compter que sur moi. Et en fait, ce moment où tu es obligée d'avoir l'humilité de te dire « je n'y arrive pas toute seule », c'était parce que j'étais dos au mur que j'ai demandé de l'aide. Et en fait, j'aurais aimé le faire plus tôt. Je suis fou. Leave Benny alone. Pas la salpêtrière. C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Le dialogue, en fait, Calmez-vous. fait avancer le monde. I'm not angry at all. Je me calme si je veux. Je ne suis pas folle, vous savez. Dans Folie Douce, on aborde parfois des sujets difficiles, même si ça sera jamais graphique, promis. Si vous traversez une période compliquée, n'oubliez pas, vous pouvez appeler le 31 14. Bonjour tout le monde. Nous sommes le 7 novembre. Je suis en train de marcher dans les rues de Montmartre avec mon chien et un mal de crâne abominable. J'ai une sensation de gueule de bois alors que je ne bois plus d'alcool parce que peut-être Donald Trump a été élu président des États-Unis hier pour la deuxième fois et que ça a constitué un choc, je crois, pour tout le monde alors que ça devait arriver. Et on était un peu dans un espèce de déni collectif, quoi. On nous expliquait que ça pouvait arriver, mais on ne pouvait pas envisager que ça pouvait arriver. Je trouve que l'atmosphère est très grise, très lourde, très silencieuse, très étouffée. C'est peut-être la brume sur Paris ce matin qui me donne cette impression-là, ou c'est peut-être le monde qui part à volo. Je suis aussi en SPM et je pense que je suis un tout petit peu submergée car beaucoup de choses en ce moment entre la fac et la newsletter que d'ailleurs je dois finir d'écrire aujourd'hui, mais je m'égare, il faut que je vous parle de Mamary. Mamary est une humoriste et une personne absolument brillante que j'ai eu la chance d'applaudir sur scène il y a quelques mois à la Nouvelle Scène. Elle fait un spectacle qui s'intitule « Trop drôle pour mourir » et qui est effectivement trop drôle. Et dans lequel elle parle frontalement de santé mentale, de troubles psychiques, d'hôpital psychiatrique. Elle parle depuis son point de vue de personnes concernées par plusieurs troubles, notamment le TDAH, le trouble de l'attention avec hyperactivité. Et je suis très contente parce que c'est la première fois que je reçois dans Folie Douce un ou une invitée qui partage cette condition avec moi et avec laquelle je peux parler longuement de ce que ça fait de vivre dans un monde où le fait d'avoir des facultés d'attention et un cerveau qui fonctionne de façon un peu différente, c'est qualifié de trouble. C'est ça qui est aussi intéressant. Évidemment que c'est complètement construit culturellement, mais je ne vais pas digresser car je veux que vous écoutiez Mamary qui parle de tout ça avec beaucoup de clarté et beaucoup d'humour aussi. Elle aborde plein d'autres sujets. Voilà, je vous laisse avec Mamary. Cet épisode a été enregistré à Marseille le mois dernier au MUSEM, un lieu engagé qui fait du bien dans ce monde chaotique. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous. Je commence par remercier le MUSEM parce que c'est vraiment cool de faire un week-end de rencontres gratuit autour des questions de santé mentale et la déstigmatisation des troubles psychiques. Vraiment bravo à elles et eux. Bravo à vous d'y assister. Alors on va commencer. Oui. Mamary, tu es humoriste. Tu fais du stand-up. Oui. Ton spectacle s'appelle « Trop drôle pour mourir ». Et rien que ça, quand j'ai reçu l'invitation à venir t'applaudir à la Nouvelle Scène, ça m'a donné envie de parler avec toi direct. Oh. Très bon titre. Et ce titre, il reflète bien la qualité de ton stand-up, où tu t'avances sur scène, littéralement enveloppée de mousseline rose Barbie, Oui. désarmante de détente, de sourire,
avant de nous balancer à la figure des scuds, des énormes scuds. C'est simple, tu t'abordes tous les sujets tabous de la société, tous. Je pense que tu n'en oublies vraiment aucun. D'ailleurs, je crois que le mot tabou t'est complètement étranger. Et ce qui est dingue, c'est qu'on rit. Et on rit tellement. Et au fond, je me demande si c'est pas justement parce que tu vas dans les endroits de nos silences que tu suscites ce relâchement qui fait tellement du bien. En fait, on a vraiment tous et toutes, je crois, besoin de rire à ces endroits de silence. Je suis vraiment contente que tu sois à mon micro aujourd'hui parce qu'à mon avis, tu vas exploser. Je veux dire, même Mona Chollet, elle a fait un post pour dire que t'étais super. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Validé par Mona Chollet, quand même, excusez-moi. Merci. Mais voilà. Et avant de commencer, je vais faire quelque chose d'assez inhabituel que je fais jamais avec mes invités. Est-ce que tu veux bien faire le trigger warning de cet épisode, s'il te plaît, ma Marie? Ah, est-ce que tu veux que je fasse mon trigger warning Trigger warning de la conversation qu'on s'apprête à de avoir. scène Ouais, si tu veux, ou tu peux en improviser, hein, comme tu Non, le mais sens. parce que moi, j'ai un vrai souci avec les trigger warnings. Parce que, généralement, quand des gens doivent le faire avant mes prestations, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui ne sont pas faits pour la scène, encore moins pour l'humour, et qui ne sont pas toujours nécessairement à l'aise avec ces sujets-là. Donc, c'est genre une représentante de l'association des féministes d'Aix-en-Provence qui arrive et qui doit dire alors, avant de présenter l'artiste suivante, je dois vous prévenir que ma Marie va aborder les thèmes de l'inceste, du génocide rwandais, ainsi que de l'hôpital psychiatrique. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir chaleureusement ma Marie. Donc voilà, je tiens à vous prévenir, public et auditeuristes du podcast, nous allons aborder ces thèmes-là. Aussi, certainement celui du suicide, qui est assez connecté à tout ça, mais je préfère le préciser si vous êtes sensible à tout cela. J'adore parce que dans ton spectacle, tu dis aux gens que vous avez le droit de sortir si vous vous sentez Ouais. pas bien, mais vous avez aussi le droit de rire. C'est OK, en fait, parce que vous êtes Ouais. là pour ça. Et tu mets les personnes à l'aise parce que c'est vrai que ça va pas de soi de se dire qu'on peut rire de l'inceste, et pourtant, c'est ce que tu provoques. Et... Ouais. Bah, surtout qu'au final, je sais pas si on... Enfin, je crois qu'on rit de l'absurdité de l'inceste et de son traitement, et donc qu'il y a quelque chose où on retrouve une forme de pouvoir, quoi. Parce qu'on rit Évidemment, pas... on rit ouais. pas de la situation Oui, ni des oui, victimes, oui. mais tu arrives à mettre en scène dans ton spectacle des situations familiales, sociétales, qui sont tellement absurdes qu'on se retrouve à en rire avec toi. Ouais. Comment ça va aujourd'hui, ma Marie, genre vraiment? J'ai pensé à cette question, mais toute la matinée, je me suis dit, je réponds quoi? Waouh! Et là, vraiment, je crois que ça va bien. Franchement, ça va bien. Il y a 2 jours, j'étais pas bien du tout. J'ai passé l'après-midi à pleurer dans mon lit pour un drama du stand-up. Il y a beaucoup de drama dans le stand-up. Et là, j'étais genre vraiment, je me disais, je vais arrêter le stand-up. Genre limite, enfin pas limite, je sais pas pourquoi je dis limite, j'ai de nouveau eu des pensées suicidaires, intrusives, qui sont pas... je sais que c'est pas lié à des passages à l'acte, je sais que ça n'est pas sincèrement ce que je veux, mais c'est quand même revenu à ce moment-là tellement ma détresse était grande et je me disais que j'étais coincée, quoi. Et en fait, bon, la situation, c'est même pas encore résolu, mais c'est juste que j'ai pris du recul. Et là, je suis arrivée à Marseille, j'ai vu le Vieux-Port, j'ai vu l'hôtel où on était, la programmation, écouter des conférences. Et en fait, je me suis dit, la vie, elle est tranquille, quoi. Le stand-up, c'est loin d'être toute ma vie, quoi. Donc voilà. Et tu as des petits tips ou des choses que quand tu es dans une situation d'urgence comme ça, que tu sais reconnaître, que tu sais identifier, tu as cet avantage-là par rapport à d'autres personnes. Ouais. Tu as une petite boîte d'urgence ou un truc, un geste à faire? J'ai des trucs d'ancrage, en gros, des stratégies d'ancrage où quand... En fait, c'est quand je suis activée au niveau du trauma, j'ai besoin de revenir, en fait, dans l'espace et dans le temps réel.
Et donc, il y a des trucs d'ancrage qui peuvent être, par exemple, prendre une douche, ça peut m'ancrer parce que déjà, je sors de mon lit, parce que généralement, si je passe une après-midi à pleurer, c'est dans mon lit. Donc déjà, me lever, prendre une douche, c'est pas mal, mais ça, c'est dans le cas luxueux où j'arrive à me lever. c'est pas forcément ça. Et si j'arrive pas du tout à me lever, il y a le truc des 5 sens. Je l'adore, celui-là. Nommer, je crois, 5 choses qu'on peut percevoir avec les 5 sens. Donc, 5 choses que je peux voir, 5 choses que je peux entendre, 5 choses que je peux sentir. Et donc, il y a ce truc-là où ça m'occupe. Et là, en fait, cette situation-là particulièrement qui m'a fait spiraler, du coup, dans le trauma, c'était une situation où il y a des personnes qui tordent la réalité et qui me font passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et du coup, moi, j'ai un mantra pour ces situations-là qu'une personne de mes groupes de parole m'a transmis, c'est « accroche-toi à ta vérité ». C'est hyper... Enfin, justement, dans la question de l'inceste, il y avait quelque chose de très fort où tu sais plus ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. C'est le cas aussi dans la manipulation, c'est le cas dans pas mal de situations en fait, d'oppression. Et donc, je me dis souvent, accroche-toi à ta vérité, accroche-toi à ta vérité, accroche-toi à ta vérité. Et puis voilà, ça, c'est vraiment la gradation, quoi. Mais l'idéal, quand on peut, c'est de sortir et d'aller faire autre chose parce qu'en fait, ça nous reconnecte complètement au fait que en fait, la vie et le monde sont plus grands que la situation de conflit ou de difficulté, quoi. J'imagine très bien comment une situation où on nie ta vérité peut avoir un côté très triggering pour, quand tu es survivante d'inceste. Ouais. Alors, Marie, ça fait pas beaucoup de temps que je te connais. Je t'ai très peu souvent vue ou entendue. Et pourtant, à chaque fois que je te vois ou que je t'entends, que ce soit dans un mail que tu m'envoies, que ce soit dans une interview que j'écoute de toi, que ce soit sur scène, tu dis « on va parler d'inceste ». Non, mais on va parler d'inceste. Oui. Pourquoi t'as peur qu'on t'empêche de parler d'inceste ? Parce que c'est souvent le cas. Ça arrive hyper souvent. J'ai en fait une habitude qu'on gomme ce sujet-là, qu'on me prenne pour parler de santé mentale, mais que cet aspect-là soit gommé, alors que c'est ce qui a le plus impacté ma santé mentale. Donc, je crois que c'est important pour moi de le demander. Et là, quand je te l'ai demandé, c'est parce que dans la description initiale du podcast, il y avait écrit qu'on allait parler de dépression. Et je me suis dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais je savais. Non, mais je savais, généralement, en plus, dans les organisations, c'est ça qui se passe. C'est que c'est une personne qui connaît pas totalement le sujet qui l'a fait. Et du coup, là, je te demandais à toi directement, parce que je me suis dit... vérifions que ce soit OK. J'étais quasi sûre, mais j'avais besoin de dire que c'était important parce que c'est un truc où on esquive le sujet. Et justement, j'ai écrit des vannes là-dessus sur une de mes thérapeutes qui me disait « Ce que votre frère vous a fait ?» Et donc, moi, pour troller, je me disais je vais lui parler en lui disant « Je vais vous donner ce qui me sert à vous payer. » Non, mais vraiment, quoi, je comprends que ça puisse être difficile de nommer les choses, mais c'est l'un des plus gros enjeux pour pouvoir traiter ce sujet-là. C'est d'avoir une parole dessus qui soit la moins entravée, quoi. Et dans le spectacle, t'encourages les gens à employer ce mot. Oui. Tu dis même que dans les manifs contre les violences sexuelles faites aux enfants, il y a des manifestants qui n'osent même pas prononcer le mot inceste. Et en fait, tu dis, allez-y, articulez-le, dites-le, parce qu'en fait, ça aide à réparer les personnes qui en sont victimes, de savoir de quoi elles ont été victimes. Je crois que c'est ça. Après, j'essaye de préciser. Je n'ai pas encore trouvé la manière la plus drôle de faire cette précision-là. Donc là, pour l'instant, elle est écrite telle que je la pense, où quand je dis de dire le terme, je parle essentiellement aux personnes non concernées, parce que les personnes concernées, c'est les premières personnes à se dire « Ah bah voilà, ça je l'ai mal fait, c'est vrai que je dois dire plus inceste et tout. » Et en fait, non, faites les choses à votre rythme si vous êtes concerné, que vous avez des difficultés à en parler.
Ça, c'est autre chose qu'une personne qui ne l'a pas vécu du tout et qui, en fait, le dit juste pour son... Enfin, évite de le dire pour son confort personnel, quoi. Donc, ouais, mais c'est vrai que j'ai des situations où je ne m'attends pas à ce que les gens soient gênés par le mot. Et parfois, moi, j'en parle tellement, tous les jours, que en fait, j'oublie l'impact. Du coup, je le dis dans des contextes et je vois des gens faire les gros yeux et je me dis « Ah oui, c'est vrai que c'était un sujet... ok ». Mais d'ailleurs, c'est un mot, je pense, qui était encore très vague pour beaucoup de personnes il n'y a encore pas si longtemps. Enfin, la révolution MeToo a permis de le mettre dans le débat public. Il y a beaucoup de militantes qui sont venues le redéfinir. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être important aussi de le redéfinir pour les personnes qui ne sont pas familières avec le fait qu'une agression ou un acte sexuel ou un viol commis sur un membre de sa famille, y compris par un frère, un cousin, n'importe quelle personne qui a un ascendant sur un enfant, ça relève de l'inceste. Exactement. Ça, c'est important de le rappeler parce qu'on croit toujours que c'est par exemple que les parents ou Oui, exactement. Et en fait, on inclut peu, par exemple, les proches de la famille dans la définition de l'inceste, alors que c'est aussi de l'inceste parce que c'est une personne qui est présente parfois au quotidien auprès de cette personne-là et où ça a ce même impact d'impliquer en fait le cercle familial qui est là où on est supposé apprendre la sécurité. Dans des violences qui nous marquent à vie. Et pareil, une agression, ça peut être sans toucher la personne. Il y a la notion du climat incestuel, où moi, j'ai souvent des discussions avec des personnes qui ont vécu des agressions qui sont de l'ordre du climat incestuel et qui me disent « Oui, mais moi, c'est pas aussi grave que toi, je comprends pas pourquoi ça m'impacte autant. » En fait, c'est vraiment grave. Ça fait des ravages sur l'esprit, en termes de ce que ça brise, en termes de confiance en soi, d'intimité. En fait, ça vient atteindre vraiment très profondément. Donc, c'est important de bien définir l'inceste pour qu'on n'imagine pas que c'est juste le père qui agresse. Et puis, avec toutes ces images qu'on se construit du père absolument horrible... qui va agresser sa petite fille. En fait, il y a tellement plein d'autres manifestations de l'inceste. Et c'est source de traumatisme et ça peut entraîner des troubles psychiques chez les personnes qui en sont victimes. C'est pour ça qu'on en parle ici, parce que ça a un lien direct avec la santé mentale. Marie, tu as vu ton premier psy à peu près à l'époque du bac. Tu évoques dans le spectacle l'idée que la thérapie n'est pas quelque chose qui va de soi dans les familles afrodescendantes. Oui. Tu dis c'est un truc de blanc. Est-ce que tu peux expliquer pour les blancs qui nous écoutent pourquoi tu dis ça, que la thérapie c'est un truc de blanc? Pourquoi je dis qu'on me dit que c'est un truc de blanc. Parce que être fragile, avoir des émotions et les prendre en compte, c'est considéré comme un truc de blanc. Genre, il y a un peu un truc comme ça, culturel, on est supposé être fort, et puis t'endures, et puis voilà, tu vas pas aller parler de tes problèmes à quelqu'un d'autre. Et puis, il y a aussi les représentations qui participent à cette croyance-là, c'est que... la majorité des psys sont blancs, que ce soit psychologues, psychiatres. Quand on voit, et déjà on parle déjà de minorité, quand on voit des personnes en thérapie qui sont représentées dans les œuvres, et c'est souvent une personne blanche qui va consulter un psy homme blanc qui va lui faire il va souvent avoir des lunettes, un truc comme ça. Donc tout cet imaginaire-là nourrit les personnes à qui c'est destiné. Et puis je pense qu'il y a aussi une peur en fait de la stigmatisation encore plus grande dans les communautés noires où si t'es fou généralement en étant noir, c'est les représentations de folie qu'on a vues, c'est des cas qui sont extrêmement marginalisés, et donc le fou qu'on a identifié dans notre entourage, ça va être quelqu'un qui a été enfermé sous contrainte et qui a eu un sort absolument horrible. Donc que tu commences à dire je vais aller voir un psy, ils te disent mais non, reste parmi nous, tu sais pas ce qui t'attend là-bas. Et c'est pour ça aussi que je fais une vanne où je dis
J'ai essayé de convaincre ma famille que voir des psychologues, c'est bien. Et au bout de 10 ans, je suis allée en hôpital psychiatrique. C'était pas le moment de leur dire « Vous voyez que ça marche !» Mais en vrai, je suis en train de spoiler toutes mes vannes. Il n'y aura rien au plateau d'après. Mais c'est ce truc-là, les manifestations qu'on envoie, en fait, c'est un truc de luxe aussi. Parce que quand on parle de psychologie, ça nécessite de payer, donc toutes les semaines. Donc il y a aussi ce truc-là où, je dis pas que toutes les personnes afrodescendantes sont précaires, mais moi j'ai grandi dans une famille qui pouvait pas se permettre de mettre 60 € toutes les semaines pour que j'aille papoter avec quelqu'un qui en plus va aller critiquer ma famille et comment ça se passe dans ma famille. Donc je reviens et j'ai des demandes. Quoi ? C'est les familles afrodescendantes, il y a encore plus un respect en fait des anciens, quelque chose où on doit pas se quitter et on manque pas de respect, quoi. Donc ce truc-là de remettre en question des choses qui sont de l'ordre du luxe émotionnel, on va dire, c'est un peu est-ce que, et je me pose la question parfois, est-ce que je me permets de défendre la thérapie pour les personnes racisées parce que j'ai une forme de privilège, quoi? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu avais, toi, à l'époque, à 18 ans? Qu'est-ce qui a fait que toi, est-ce que c'était parce que tu avais un mal-être trop profond, tu avais un besoin de trouver une solution? Pourquoi, en venant de la culture que tu viens de nous décrire, tu t'es dit, je vais me trouver un psy toute seule comme une grande et je vais aller faire ma thérapie parce qu'il faut... Déjà, je dis dans mon spectacle que c'est la première fois que je suis allée voir un psy, mais c'est pas totalement vrai. C'est la première fois que j'y suis allée de moi-même. Mais en fait, depuis toute petite, dans des associations, j'ai affaire à des psys que je dois voir, mais en fait, au début, je les détestais, quoi. Il y avait un truc, genre, j'ai vraiment une histoire dans une asso pour enfants réfugiés, parce que je suis née au Rwanda aussi. Je suis venue en France à mes 5 ans, donc il y a eu toute la situation d'exil. On a vécu dans un foyer de demandeurs d'asile, tout ça. Donc, beaucoup de mon enfance a été passée avec des associations de soutien pour différentes raisons, et dedans on rencontrait des psychologues et il y avait un peu la blague entre les enfants parce qu'on faisait des activités parfois de genre tu vas voir la psychologue genre oh là là, lui le fragile il va voir le psychologue, et donc on avait des rendez-vous obligatoires et donc moi j'y allais, mais ça me saoulait de parler. Je me rappelle, c'était un gars qui s'appelait Stéphane qui buvait tout le temps du café, qui avait les cheveux en pétard, et j'étais là, putain, je vais parler à Stéphane. J'en avais trop marre. Et du coup, je me rappelle que pendant des activités, parfois, il nous observait comme ça. Et moi, un jour, j'étais allée le voir, et je lui avais dit, mais je crois que j'avais 8 ans, et je lui avais dit, vous n'êtes pas discret, en fait. On voit que vous nous regardez. Ouais, vraiment. Et je m'étais fait virer de cet assaut-là après. Mais je pouvais plus y aller. Et je voyais mes potes que je m'étais fait là-bas aller à Disneyland et tout. Et je me disais, mais j'aurais dû me taire. Putain, Stéphane. Mais donc, voilà, ça, c'était mes premiers contacts avec les psys. Mais donc, peut-être que ça a mis un implant dans ma tête que ça existait déjà. C'était une possibilité, quoi. Ouais. Et ensuite, ce qui a fait que j'y aille vraiment, c'était de préparer le bac. Vraiment, je me suis sentie devenir folle pendant cette préparation-là, parce que je comprenais pas ce que c'était travailler. J'avais l'impression que je jouais à réviser, mais que quand j'étais à la bibliothèque avec mes amis, je faisais pas la même chose qu'eux, et vraiment, je comprenais pas ce que c'était ce concept. Et puis, j'étais hyper stressée, et en fait, je parlais, personne ne me comprenait, et c'était hyper important pour moi. Pour moi, c'était un truc anxieux, et puis le début du trauma, parce que pas longtemps avant, j'avais eu une sortie d'amnésie sur ce qui m'était arrivé avec mon frère. Mais à l'époque, en tout cas, moi, mon problème, c'était les cours et réviser le bac. Donc, j'ai cherché plein de choses sur le TDAH. Tu avais déjà ton diagnostic de TDAH ? En fait, j'ai commencé à chercher... j'ai commencé sûrement par... qu'est-ce donc que travailler
sur Google. Vous avez probablement un TDAH. Qu'est-ce que ça veut dire que travailler? Et donc, je suis tombée sur plein de trucs de HPI, TDAH, tout ça. Et donc, je me suis dit, je dois avoir un trouble de la concentration vu que j'arrive pas à m'asseoir à la bibliothèque et que je comprends pas comment faire et que sur tous mes bulletins, j'ai des bonnes notes, mais il y a écrit hyper bavarde, perturbe. J'avais les mêmes bulletins. Alors, pardon de t'interrompre parce que moi, je suis hyper émue. Donc, déjà, pour les personnes, parce que ça ne va pas de soi, donc TDAH, ça veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est une façon dont notre cerveau est construit, en fait, qui fait qu'on a un fonctionnement un peu différent de l'ensemble des gens, ce qui peut causer de grandes souffrances psychiques. Moi, on m'a diagnostiqué à 40 ans. Donc en gros, j'ai littéralement mis 40 ans à galérer sans comprendre pourquoi je galérais. Waouh. Mais je suis contente parce que c'est la première fois dans Folie Douce que j'ai une personne concernée par le TDAH face à moi. Il faut que je garde le contrôle de cette conversation parce que est-ce que tu as remarqué que quand on est entre TDA, la conversation part en vrille absolue? Évidemment. Mais c'est tellement agréable. Mais ouais, il y a des conversations avec des potes où je dis bon, ok, on met un onglet, ok? Ordre du jour. Genre on surveille les onglets ensemble, de genre attends, on avait combien d'onglets? Vraiment. Mais ouais, ça fait du bien de se comprendre et puis de savoir que c'était pas juste moi toute seule qui dysfonctionnait, parce que c'est ça aussi, quoi, la solitude de pas se sentir comprise, parce qu'en plus, moi, c'était comme si je m'inventais un problème parce que j'avais des bonnes notes. Et le premier psy que j'ai consulté, c'était un psychiatre, parce que juste, j'avais pas de thune, donc j'allais pas aller voir un psychologue. Et puis en plus, je suis arrivée vraiment avec mon diagnostic, enfin pas totalement mon diagnostic. J'ai essayé un peu de lui dire, je crois peut-être que j'ai un trouble de la concentration, mais bon, mon objectif c'était j'ai un trouble de la concentration, vous allez faire quoi? Mettez le tampon là, pour merci. être un peu efficace. Et il m'avait demandé mon livret de notes. Et je me rappelle qu'il l'avait lu et qu'il m'avait dit vous avez de très bonnes notes, vous n'avez pas de problème. Et ça, ça m'a cassé en je ne sais pas combien. Et j'avais vu ma généraliste avant ça, à qui j'avais raconté ce qui se passait. Et en fait, le jour où j'ai demandé mon dossier pour un autre truc psy, j'ai vu que ma généraliste avait écrit a probablement une dépression et un trouble de la concentration. Et en fait, moi, j'ai jamais su. Et dépression, j'aurais bien aimé le savoir depuis mes 18 ans et pas découvrir, genre à 22 ans, que peut-être ça pouvait être ça, une dépression. Parce que pour moi, je sais même pas à quoi je l'identifiais quand j'avais 18 ans, quoi. Il y a vachement de façons qui me donnent envie de rebondir sur ce que tu viens de raconter. En fait, déjà, il faut savoir que le TDAH, il est beaucoup moins souvent détecté chez les filles que chez les garçons. Ouais. Parce que chez les garçons, on va facilement détecter une hyperactivité, ils courent partout, et les filles vont avoir tendance, pour des raisons culturelles, qui ne sont pas du tout biologiques, qui n'ont rien à voir avec nos chromosomes, à surcompenser. Parce que comme il est attendu de nous qu'on soit très sage, très bonne à l'école, et que c'est très difficile pour nous, on va surmuscler l'adaptation, on va être trop bonne à l'école, et ça cause beaucoup d'anxiété parce que c'est très compliqué chez les filles en fait qui ont un TDAH de se conformer à l'image qu'on a de la petite fille sage. Et voilà, c'est pour ça qu'on le détecte vachement plus difficilement. Parce qu'il n'y a pas les chutes de résultats scolaires qu'on peut souvent observer. Exactement. Et donc, que ce trouble de la concentration soit évalué en fonction de mes résultats scolaires, ça m'a fait perdre tellement de temps. Mais j'ai perdu beaucoup de temps sur mon parcours psy. Et c'est pour ça aussi que je suis contente d'en être là où je suis aujourd'hui. C'est que... et que je me pose des questions aussi sur ce que je dis dans mon spectacle. Parce que je défends l'idée d'aller en thérapie. Je ne sais pas si je la défends, mais en tout cas, j'en parle. Donc forcément, ça donne envie à des personnes. Mais sur mon chemin, j'ai vécu tellement de trucs durs. Et en fait, j'ai dû survivre, en fait, à travers toutes les thérapies que j'ai eues avant d'avoir la bonne, quoi. Et pourquoi je disais ça? Tu t'es perdue dans tes... non, mais en fait, tu dis que tu as perdu du temps dans ton parcours thérapeutique, quoi. Il y a un peu une errance, en fait. Ah oui, mais beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et c'est souvent moi, en fait, qui ai trouvé les solutions et qui les ai amenées à des gens. Et là, j'ai eu un peu une validation de ça où je me suis dit, OK, même ma psy arrive à reconnaître qu'il
il y a des trucs que je sais qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle m'a demandé des ressources pour aider une autre personne. Et là, je suis là en mode, yeah. C'est un peu le summum, Ça, c'est très TDAH, d'aller geeker à fond sur un sujet, de devenir plus expert que les experts. Parce qu'en fait, on a les troubles de l'attention, mais aussi on peut hyper focus. On peut passer 18 heures d'affilée sans manger, sans la même chose. Ouais. Et moi, franchement, tout ce qui est santé mentale, c'est tellement mon truc d'hyper focus et ma passion. Genre là, j'avais des interventions juste aujourd'hui, mais j'ai vraiment demandé au MUSEM, est-ce que j'ai le droit de venir la veille à la journée professionnelle? Quand on m'a dit oui, mais c'était mon Disneyland, quoi. Ouais, j'étais trop heureuse. Tu as évoqué tout à l'heure un autre sujet, donc je crois qu'on aura bientôt fait le tour de tes trigger warnings, mais donc tu viens d'une famille rwandaise, donc tu as aussi l'héritage de la guerre, du génocide, de l'exil. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu Gaëlle Faye dans Folie Douce, j'ai eu la chance de m'entretenir avec cette personne tellement talentueuse, et le mot silence, il revient beaucoup dans son discours d'enfant de ce génocide et de cet exil. Est-ce que, pour toi, le silence qui découle de ce genre de traumatisme, on va dire, national, collectif, il ressemble au silence qui existe dans les familles autour de l'inceste, par exemple? C'est dur de décorréler les deux dans ma famille, mais je pense que, justement, ça peut créer des facteurs favorisants, parce qu'il y a un truc dans la communauté rwandaise, en tout cas, d'être très exemplaire, pas sortir du cadre, ne pas parler des choses qui dérangent. Et tout ce truc-là de l'exemplarité, mais juste extérieure, je le retrouve aussi beaucoup déjà dans ma famille, mais aussi dans les autres familles de personnes incestées que je fréquente, on garde juste une vitrine. Derrière, c'est le bordel, mais la vitrine, elle tient hyper bien. Et donc là-dedans, je vois quand même pas mal de similitudes. Mais je crois que c'est Dorothée Ducy qui dit que l'inceste ne survient pas dans des familles par hasard, qu'il y a déjà des facteurs favorisant initialement. Et moi, je pense que cette culture du silence dans ma famille, ça nourrit ça, quoi. Dorothée Ducy, qui a écrit Le berceau des dominations. Je donne le nom du bouquin parce que c'est un livre de référence qui a, je pense, beaucoup déverrouillé de choses autour de la compréhension de l'inceste et de son caractère systémique. Et en fait, tu décris un moment... Pardon, on est en train de spoiler ton spectacle. Faut que je fasse c'est pas gaffe. grave, non, c'est pas sûr, grave. c'est OK? Ouais, moi je trouve ça OK. Alors OK, mais en plus il dure 1 heure, il y a vraiment beaucoup plus de choses. Mais à un moment donné, tu décris une visite chez ta sophrologue que tu imites d'une façon délicieuse, qui en fait t'incite à pleurer, qui t'incite à te déverrouiller émotionnellement. Et en fait, on comprend que, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que le poids de tous ces silences qui te sont transmis, en fait, c'est ce verrouillage intérieur où toi-même, tu t'interdis d'accéder à ces émotions qui sont derrière la vitrine. Ouais, très clairement, je crois que j'ai eu besoin à un moment d'avoir une vitrine de calme et de sympathie. Parce que j'étais tellement la folle dans ma famille, la meuf enragée, que au bout d'un moment je me suis dit c'est pas normal, d'être comme ça, donc je vais me taire, je vais essayer d'être calme pour préserver l'ordre autour de moi. Et puis même c'est un truc de protection, parce que en dehors de ma famille, il y a aussi le cadre scolaire, toutes sortes de cadres où vraiment j'étais souvent en conflit avec des gens et je comprenais pas pourquoi. Et maintenant, je sais parce que j'étais juste féministe. Je sais pas, une féministe noire, queer dans cette société, quoi. Donc forcément, j'étais souvent vénère, mais je savais que les informations ne passaient pas quand j'étais comme ça. Donc j'ai mis un gros mur de sympathie, d'exemplarité. Je crois que c'est aussi le fait de savoir faire ça qui fait que je puisse faire du stand-up
acceptable sur les sujets que j'ai, parce que j'ai tellement appris à traiter avec les gens et arrondir les angles et savoir comment dire, présenter les choses de manière où ça rentre, quoi. J'ai vraiment beaucoup réfléchi à comment me rendre acceptable dans la société, que j'ai oublié ce que je voulais dire. Que tu as verrouillé tes émotions et que tu as eu besoin d'une sophrologue que très j'ai douce verrouillé pour apprendre à mes pleurer. émotions. Ouais. Et en fait, c'était juste parce que initialement, je les exprimais et elles n'étaient pas reçues. Donc, à quoi bon les sortir ? Ça fait mal, quoi, d'être vulnérable et puis ensuite nier. Et ouais, ma sophrologue m'a réappris à avoir de l'empathie pour moi-même. J'en avais plus. Et tu me dis, c'est comme ça que j'ai appris à faire du stand-up, mais il faut quand même qu'on sache que le stand-up, c'était pas une vocation primordiale. Enfin, en tout cas, peut-être au fond de toi, mais tu as fait des études pour devenir pharmacienne à l'origine. Oui. Donc c'est quand même un petit revirement de carrière. Ouais, totalement. En fait, moi, à la base, j'ai vraiment beaucoup de rêves, mais aucun n'est d'être pharmacienne. Genre... Non, mais vraiment, je voulais être autrice, mais c'était un peu mégalo parce que je voulais être prix Nobel, quoi. À 8 ans, 11 ans, je voulais être prix Nobel, c'est un peu beaucoup de pression. Et je me rappelle que j'avais vu sur YouTube la vidéo d'un enfant qui recevait un prix à genre 12 ans, et moi j'en avais 13, et je me disais, c'est trop tard pour être un petit génie, ça y est, quoi. Donc, vraiment, Drama queen. Ça m'avait brisée. Je me suis dit, bon, voilà, maintenant je dois attendre d'avoir 50 ans et de la sagesse pour retransmettre un truc qui bouge un peu, quoi. Vraiment, Donc il y avait ça, je voulais être styliste, je voulais faire du théâtre, plein de choses autour, en tout cas, de l'artistique. Et en fait, comme j'avais des bonnes notes, au moment de choisir si j'allais en L ou en S, j'ai l'impression de maintenant avoir l'air d'une vieille personne pour les gens d'aujourd'hui, parce que je crois que ça n'existe plus, ça. Je te le confirme. Mais je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Mais quand les gens me disaient avant, j'ai fait un bac G et tout, je suis là genre... Et maintenant, je suis cette personne. Oh non. Et donc, au moment de choisir mes filières, moi, je voulais aller en littéraire. Et en fait, j'ai été convoquée par ma prof de physique-chimie pour me dire que ça allait être un gâchis, que j'aille en littéraire, que j'avais vraiment... comme si j'avais un don pour les titrages chimiques, genre non. Mais vraiment, elle avait fait tout un drama pour que j'aille en S. Et donc après, ça a imprimé un truc dans ma tête de, bon, il faut que je sois utile dans ce monde. Et comme c'était déjà pas ma passion d'aller en S... En terminale, je ne savais plus ce que je voulais faire. Mes parents voulaient que je fasse médecine. Je me suis dit, allez, go, je vais faire médecine. Mais mon petit compromis, c'était, je vais faire médecine, mais je serai psychiatre. Et en fait, ma mère était là, genre, pourquoi pourquoi faire ça et tout. Donc, je me suis dit, alors non, je ne serai pas psychiatre, je vais faire d'autres choses. Mais en fait, j'étais tellement plus animée, j'avais plus d'âme que je n'ai pas réussi à réviser pour mes trucs, plus le TDAH, enfin bref. Le bordel. Et donc, j'ai foiré le concours une première fois. La deuxième année, pareil, j'ai pas trop bossé, mais j'avais retenu suffisamment de trucs pour réussir pharma. Et au moment de choisir, au moment où j'ai su que j'avais pharma, pour moi, c'était genre vraiment un miracle. Et tous les gens, parce que j'étais dans un foyer de bonnes sœurs où tout le monde était soit en prépa, soit en première année de médecine, et tous les gens m'appelaient l'arnaque parce que tout le monde savait que j'avais rien foutu. Et donc j'étais admise, et en même temps j'avais fait un dossier pour aller en psychologie clinique, parce que pour moi j'allais foirer ma deuxième année. Et en fait j'ai jamais osé envoyer ce dossier de psychologie clinique, et je suis allée en pharma, mais c'était vraiment pas... En gros, t'avais verrouillé l'artiste en toi en même temps que les émotions et tout le reste, quoi. Ça faisait partie de toi. Ouais, clairement. Je me suis full oubliée, niée pendant longtemps, quoi. Il y a un autre sujet que tu abordes dans ton spectacle, et ça me fait hyper plaisir de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui, c'est le cannabis.
Ah oui. T'en parles assez brièvement, mais ça m'a interpellée parce qu'on n'en parle pas hyper souvent quand on parle de santé mentale. Pourtant, c'est une des drogues les plus consommées en France. Ouais. Y a vraiment des liens évidents entre le cannabis et la santé mentale. Enfin, moi, c'est un petit coming out que je fais, mais j'ai été vraiment consommatrice quasiment toute ma vie. Ouais. Et j'ai découvert avec le recul que c'était... En fait, je m'auto-médicamentais parce que ça me calmait. Ça me calmait mon hyperactivité. Est-ce que tu sais, toi, dans quel contexte tu l'as consommé et pourquoi t'as arrêté? D'ailleurs, je précise que c'est très mauvais et qu'il faut arrêter. Je le dis avec fermeté. Avec fermeté. Ouais. C'est pas du tout une bonne solution. Ouais. Voilà. Dans quel contexte? Alors, le premier contexte, il est vraiment nul. Hein. Il y avait genre un gars dans ma classe de seconde que je trouvais super cool et qui faisait partie d'une bande qui s'appelait le Ganja Crew. Et ça s'invente pas, en fait. Kevin, si tu m'écoutes. Il s'appelait Kevin. Kevin, ouais. Ça fait beaucoup de clichés. C'était Kevin du Ganja Crew. Et moi, je voulais être trop pote avec eux et validée par eux. Donc, j'étais là, genre, ok, je vais fumer. Et en plus, on me disait souvent que j'étais pas assez détente, que j'étais trop vénère, tout ça. Donc, je me disais, comme ça va me détendre. C'est bien, quoi. Et puis, ça me donnait, franchement, à un moment, un refuge, parce qu'on fumait avec ma cousine aussi. Et je sais pas, ça nous connectait de fumer ensemble. Enfin, il y avait tout un truc de faire un truc secret aussi. Il y avait un truc où, enfin, ça m'occupait. Il y avait un petit peu de l'enthousiasme, quoi, dans mon quotidien, même si, bon, la weed, ça provoque pas tant d'enthousiasme que ça, mais c'était une vraie évasion, quoi. Enfin, une vraie, artificielle. Et donc, ouais, ça a été pas mal un refuge, mais je pense que c'était de l'automédication pour beaucoup de choses, pour l'anxiété. Ça me faisait oublier, en fait, mon contexte familial. Ça me faisait oublier toutes mes attentes. Je pouvais juste rigoler. Au début, c'était bien, en fait. Et ensuite, ça a pas fonctionné parce que je suis trop fragile, quoi, pour que ça ait pas des conséquences dramatiques sur mon quotidien, quoi. Bien résumé. Et donc, tu parles, tu en as déjà parlé là aussi, de ton expérience en hôpital psychiatrique, où tu es rentrée volontairement. Je pense que c'est déjà une précision importante par rapport à des personnes qui sont internées de façon contrainte. Comment tu te situes politiquement par rapport à l'institution psychiatrique où il y a des discours qui sont vraiment qui condamnent en bloc tout ce qui enlève la psychiatrie? Dans ton spectacle, j'ai l'impression que tu as une approche plus nuancée. Ça t'a quand même, au fond, un peu aidé? Effectivement, ça m'a aidée. J'essaye de dire un peu dans le spectacle que ce qui m'a fait du bien, c'est aussi les gens là-bas, de rencontrer en fait des pairs et des personnes qui savaient ce que je ressentais, parce que j'étais assez isolée dans mes troubles psy. Et donc là, de rencontrer des personnes qui savaient ce que c'était ce quotidien-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, je crois que je commence à je commence à m'intéresser au mouvement anti-psychiatrie, aux alternatives. J'essaye de pas faire la promotion de l'hôpital psychiatrique comme unique solution ou comme solution qui va être nécessairement bénéfique à quelqu'un, parce qu'on ne sait pas en fait comment la personne va être traitée là-bas. Moi, c'est là où j'estime que j'ai quand même des privilèges, c'est que j'étais à l'Hôtel-Dieu, c'est à côté de Notre-Dame de Paris. J'étais là-bas parce que ma psychiatre y travaille, donc elle m'a trouvé une place. En plus, je faisais des allées et venues dehors. Mais j'étais là, c'est une porte. Pourquoi demander l'autorisation à quelqu'un ? Et du coup, il y a tout ce contexte-là, en fait, qui favorise le fait que ça se soit bien passé pour moi. Mais en fait, je crois que quand on n'a rien d'autre et quand on n'a pas de système de soutien, et qu'en plus, moi, je n'avais pas conscience d'être en situation de handicap, ou en tout cas, je ne voulais pas l'admettre,
En fait, ça peut être une première solution parce que sinon, je me nourrissais très mal. Mon appart, il était rempli de sacs poubelles parce que j'avais juste la force de me lever et de mettre dans des sacs poubelles. Sortir pour la déposer, j'y arrivais pas. Me doucher, c'était dur. Manger, c'était dur. Donc, en fait, comment on fait autrement quand on ne connaît pas tout le système des alternatives, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai une auxiliaire de vie qui m'aide vraiment beaucoup. Elle vient faire le ménage chez moi, on fait des courses ensemble. Elle pourrait cuisiner, mais ça, cuisiner, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, si j'avais eu cette alternative-là en tête à l'époque, peut-être que je ne serais jamais allée en hôpital psy. Et encore, c'est faux, parce que je viens de me rappeler que j'avais aussi une grosse addiction à l'alcool. Et que, en fait, je n'arrivais pas, en restant chez moi, à arrêter l'alcool. Je buvais pas beaucoup, mais ça devait être tous les jours et c'était un rituel, quoi. Et même si j'avais bu dans la soirée avant, il fallait que j'aille dans mon épicerie prendre mes 2 canettes. Donc en plus, je buvais beaucoup. Vous voyez le déni mais prendre mes 2 canettes et mes 7 clopes à l'unité et rentrer chez moi. Et c'était mon rituel. Il fallait tous les jours. Et en fait, je me suis dit, là, tu tournes en rond. Si tu ne sors pas de chez toi, tu t'en sortiras pas. Parce que ça faisait 1 an qu'on en parlait avec ma psychiatre, qui est addictologue aussi. Et donc voilà, il fallait que je sois ailleurs. Et en fait, parfois, quand on parle de se sentir mal avec des gens, ils disent « mais prends des vacances et tout ». J'ai pas la thune de prendre des vacances. À l'époque, je l'avais pas. Et donc, vraiment, aller à l'hôpital psy, il y a eu un peu cet effet-là de... quand j'y suis arrivée, c'était un peu qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle s'amuse beaucoup trop. Mais en fait, j'arrive à m'amuser parce qu'il y a tout ce cadre-là qui était construit autour de moi. On t'a soulagée de certaines choses. Ça m'a soulagée de beaucoup de charges, ouais. Ouais. C'est aussi un autre tabou que tu brises, et je trouve que c'est d'ailleurs l'un des plus... comment dire, je peux pas faire un échelonnage du courage, tu vois, mais autour de la dépendance. Ce que tu viens de nous expliquer, que tu as une auxiliaire de vie, que tu as un statut de personne handicapée reconnu. Je trouve que ça fait du bien aussi d'entendre ça, de montrer d'autres représentations du handicap, de la dépendance. Ce qui est un mot qui fait tout de suite, qui convoque un imaginaire un peu terrifiant, et de montrer que en fait, c'est OK de dire j'ai besoin d'aide. Clairement, moi, c'est ce que j'ai dû apprendre dans ma vie. Ce truc de demander de l'aide qui a été dur parce que je pense qu'initialement, je savais demander de l'aide et que soit on m'en a pas donné, soit on m'en a donné très, très mal. Et donc, je me suis mise à ne compter que sur moi. Et en fait, ce moment où tu es obligée d'avoir l'humilité de te dire « je n'y arrive pas toute seule », c'était parce que j'étais dos au mur que j'ai demandé de l'aide. Et en fait, j'aurais aimé le faire plus tôt. Et parfois, je vois des potes qui sont en dépression ou qui ont un gros TDAH ou quoi, à qui je voudrais dire, mais fais-le, ça va te simplifier la vie tellement. Et je vois à quel point ils ont de la résistance avec ce truc de l'auxiliaire de vie, avec le mot handicap, parce que les représentations sont tellement pas ce qu'on vit, qu'on se dit, non, moi, ce serait abuser du système, parce qu'en plus, on dit ça, des gens qui ont des aides et tout. Et donc, je vois à quel point ça peut être dur de... c'est un truc de lâcher prise, quoi, sur notre maîtrise et se dire, là, j'ai besoin d'autres gens et ça met dans une grosse situation de vulnérabilité. Mais moi, en tout cas, ça m'a libérée de tellement de charges. Et c'est super intéressant, ça montre aussi la complexité de la nature humaine, et de la vie en général, parce que tu as un double mouvement dans ton spectacle où à la fois tu dis oui, j'ai eu besoin d'aide, oui, je suis vulnérable, et en même temps tu dis je ne m'excuse plus. Il y a aussi cette revendication de flamboyance et d'être toi-même à 100%, et c'est pas, ça s'annule pas en fait, c'est pas contradictoire. C'est ça, c'est exactement pour ça que en plus j'ai tenu à le dire dans mon spectacle, parce que en fait je savais quand même d'une certaine manière que le fait que ce soit dit par moi, c'est différent de par moi, à travers du stand-up, donc qui est un art
qui là, en tout cas, a le vent en poupe, donc c'est un peu cool, tout ce truc-là. C'est différent que de l'entendre dans un reportage de 7 à 8. Non, mais c'est vrai, quoi. Et donc, d'avoir une personne palpable qui dit qu'elle a vécu ça, mais qui est pas dans une image classique, je me dis que ça déculpabilise certaines personnes qui se sentiraient pas légitimes, comme moi, c'était mon cas aussi, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi, en fait, de faire un spectacle et d'en parler en termes de stand-up. Et j'ai même choisi le vocabulaire avec lequel j'allais le faire. C'était pour créer vraiment de la culture populaire autour de ces thématiques-là. Parce que si c'est trop intellectualisé, c'est accessible qu'à certaines personnes. Si ça l'est pas assez, en fait, on est décrédibilisé et on est encore dans cette ostracisation de genre, c'est les marginaux, ils savent pas trop ce qu'ils font et tout. Et donc, moi, j'ai la chance, je sais pas, d'avoir l'éducation que j'ai eue, d'avoir les clés intellectuelles que j'ai et du coup, de pouvoir parler à quand même pas mal, à beaucoup de gens à la fois et en même temps, quand on essaye de me rabaisser ou ce truc-là, quand j'ai de la condescendance en face de moi, de dire alors, mon cher, je peux te parler comme j'ai envie en fait. J'ai ces clés-là, j'ai ces codes-là de la culture légitime. Si je ne le fais pas comme ça, c'est pour cette raison-là. Et c'est pour ça aussi que mon stand-up, en fait, il est très détente, où je parle aux gens comme si je discutais, comme si c'est pas travaillé. Vraiment. Alors que c'est très travaillé. En fait, évidemment. je pourrais écrire énormément mon stand-up. Et justement, c'est un reproche qu'on me fait. Qu'on me fait dans mon stand-up. Il y a certains programmateurs qui trouvent que je devrais m'accompagner de quelqu'un pour écrire et tout. Non, moi j'écris depuis que j'ai 8 ans. Donc si je devais faire un truc très écrit, très artificiel, moi je trouve, en fait je peux. Ouais, mais c'est carré ton truc. Moi, je l'ai vu 2 fois dans 2 salles différentes parce que je t'ai vu en vrai à la Nouvelle Scène et après tu m'as envoyé une captation à la République, donc un autre soir, une autre salle. C'est le même texte. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été impressionnée parce que je revoyais le même spectacle avec la même spontanéité. Et je me suis dit, waouh, elle est vraiment impressionnante. C'est la marque d'une grande humoriste, en fait, que tu arrives à nous faire croire que tu improvises et que ça devient là la bonne vanne, alors qu'en fait, non, elle est travaillée. Donc je trouve qu'ils ont quand même un sacré culot, les programmateurs, de sortir un truc pareil, quoi. Après, c'est la notion de la culture légitime. C'est ce qui est prisé. Et en plus, en étant une personne noire, j'ai pas le droit de pas être dans la culture légitime. C'est soit t'es noir et tu parles bien, tu présentes bien, soit t'es blanc et du coup, tu peux être décontracté. Mais si t'es les deux, mais quoi ? Ça va pas ou quoi ? T'es libre ? Tu penses à quoi ? Non, mais quoi ? Il y a un truc comme ça. Et tu dis aussi que parfois même, tu as des festivals féministes qui n'ont pas envie de te programmer parce qu'on ne peut pas rigoler avec ces sujets-là. Ah oui, ouais. Ça, je t'ai entendu dire ça dans une interview. Ouais. J'ai eu ça avec... je ne vais pas nommer d'assaut. Non, c'est pas la peine. J'ai trop de problèmes. Puis on s'en fout. Et donc, on m'a booké. Et moi, je me dis, c'est une asso féministe, ça me fait du bien. Là, je peux... parler de thématiques féministes librement, quoi. Et en fait, juste après, on m'a dit « Ah non, mais en fait, nous, on a une charte où on ne parle pas de nos histoires personnelles. Et en fait, le fait que tu aies dit... le mot bit et que tu aies dit hôpital psychiatrique, en fait, il y a des gens qui ont été grave choqués parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens dans notre public et dans notre asso qui ont vraiment vécu des choses difficiles. Et je suis là en mode genre, bitch, tu sais à qui tu parles? En vrai, j'ai pas répondu ça sur le moment. J'étais juste grave choquée. Et en plus, à cette époque-là, j'avais pas encore changé mon nom Insta. Parce que maintenant, c'est Mamari 0, c'est juste mon nom. Mais à l'époque, mon Insta, c'était littéralement trop drôle pour mourir. Donc, qu'est-ce que tu attends quand tu programmes trop drôle pour mourir? Donc, je pense qu'elle a juste pas regardé ce que je faisais. Elle a suivi une reco et
Et voilà, mais en fait, moi, je trouve ça d'une hypocrisie incroyable de défendre le féminisme et en fait de silencier du coup la question des violences sexuelles en se disant genre, en fait, dans le stand-up, on ne peut pas en parler, on ne peut pas en parler dans l'humour. Moi, c'est pas que j'en parle parce que je trouve ça particulièrement drôle. À la base, je fais de l'humour et il m'est impossible d'avoir un micro et de ne pas en profiter pour parler de thématiques comme l'inceste ou quoi. Si j'ai une voix, je l'utilise pour ça. Enfin, je peux pas avoir un pouvoir et ne pas l'utiliser pour aider des personnes qui sont invisibilisées, quoi. Et puis après, de toute manière, même si il y avait même si ça me faisait juste rire, quoi. Enfin, en fait, on peut pas à la fois dire qu'on parle pas de nous, qu'on nous voit pas, qu'on nous aide pas, et après, quand on essaye des choses, dire ah oui, mais en fait, j'aimerais que tu souffres autrement. Enfin, c'est pas possible. Ouais, que tu souffres sans me gêner ou que tu existes sans me gêner. Mais c'est Édouard Durand qui est un juge du droit des enfants qui est très investi dans la thématique des violences sexuelles faites aux enfants, particulièrement l'inceste, qui parle, j'espère que c'est bien Édouard Durand, mais qui parle de rappel à l'ordre. Quand on parle de violences sexuelles ou d'inceste particulièrement, il y a souvent des rappels à l'ordre comme ça, qui nous rappellent que ah non, c'est pas normal en fait, tu devrais te taire. Et je trouve que ces notions-là s'inscrivent là-dedans, quoi. Complètement. Enfin, dire une féministe qui dit en 2024 que nos histoires intimes, on doit les garder pour nous, elle a peut-être loupé 1 ou 2 épisodes. Un tout petit peu. Tout ça. On approche de la fin de la conversation, mais il y a une dernière thématique que je trouve vraiment hyper importante d'aborder avec toi, c'est celle de la rupture familiale. Ah ouais. Tu as décidé, genre je sais pas si c'est encore vrai, Oui. mais en tout cas au moment où j'ai vu ton spectacle, de couper les ponts avec ta famille. Ouais. C'est quelque chose qui est aussi très tabou. Ouais. Mais parfois c'est nécessaire pour survivre. Dans ton cas, c'était ça ? Ouais, clairement. Clairement, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que en restant en contact avec ma famille, j'allais éternellement avoir envie de me suicider, quoi. Et en fait, il y a un moment où ça me semblait un choix viable, réellement. Hein. Je me suis dit, d'accord, je vivrai toute ma vie comme ça, au moins mes parents vont bien, quoi. Et en fait, c'est un jour où j'ai croisé un ami de mon frère, donc, qui est mon agresseur, qui m'a dit « Ah, félicitations, tata !» Et en fait, j'étais là, genre quoi, tata ? Et en fait, mon frère allait avoir un enfant et personne ne me l'avait dit dans ma famille. Et en fait, quand il m'a dit ça et que j'ai appris ça, je me suis dit « Mais je passe ma vie à les protéger. » Et littéralement, genre, je me sacrifie, je suis prête à mourir pour les protéger. Et eux, mais rien du tout, en fait. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, arrête de te sacrifier, essaye de vivre pour toi et fais quelque chose. Et puis surtout, avec ma famille, j'ai fait plein de trucs. Je les ai emmenés en thérapie avec moi. J'ai fait aussi de la médiation familiale avec eux. Et j'ai vu toute l'énergie que ça me coûtait, toute ma vie tourner autour de ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai besoin de vivre pour moi, quoi. Et franchement, je me sentais hyper coupable parce qu'il y a cette croyance que couper les ponts, c'est détester ses parents. C'est pas vrai. Enfin, moi, je les déteste pas. J'arrive pas encore à les détester. Peut-être que ça arrivera jamais. Mais en fait, je me suis dit, le meilleur truc que je puisse faire pour mes parents, c'est de garder leur fille en vie. Je peux rien faire de mieux. Et je pouvais pas le faire en restant... Waouh, je suis pas émue. Hein. Merci. Merci. Et ouais, je pouvais pas le faire en restant en contact avec eux parce qu'il y avait aussi justement cette mécanique d'autodestruction qui était activée pour à la fois me venger d'eux, parce que du coup, me détruire, c'était un peu détruire une personne qu'ils aimaient quand même. Et aussi, c'était montrer, regardez comme je souffre, ce que je vous dis est vrai, ce que je vous dis est grave. Et en fait,
de couper les ponts avec eux. J'avais plus personne devant qui me produire, quoi. Donc, il y avait que moi qui comptais à ce moment-là. Et j'ai juste gardé les contacts avec mon petit frère, qui est la seule personne qui s'est vraiment dressée dans ma famille pour dire que c'était pas possible, quoi. La façon dont j'étais traitée, la pression que j'avais sur les épaules, enfin pression scolaire, que le traitement qui était fait de mon grand frère était pas du tout juste envers moi. Et donc lui, je suis restée en contact avec lui aussi parce que c'est mon petit bébé de 28 ans, mais petit bébé quand même. Mais sinon, le reste, j'ai coupé plus par économie d'énergie que par haine, quoi. Parce qu'en vrai, on croit ça, c'est pas vrai. Enfin, je pourrais les haïr, ça serait OK, mais c'est pas le cas. C'était juste, peut-être que je peux consacrer ma vie à faire autre chose, quoi. Ouais. Et je pense que c'est important enfin, encore une fois, tu fais preuve d'un courage immense en témoignant de ce côté-là. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes personnes LGBT qui sont parfois confrontées à cette nécessité de couper avec ses parents, et c'est quelque chose qui est très stigmatisé dans la société. Ouais. Les gens ils disent toujours bah non, faut pas se fâcher avec ses parents quand même. On serait censé tout pardonner, tout prendre sur soi. Parfois c'est pas possible. Et merci d'apporter de la nuance et du témoignage dans tout ça. Merci beaucoup. Tu dis autre chose de très important dans le spectacle, tu dis « je vais mieux ». Oh. Et ça, c'est chouette à entendre. Ce matin, j'étais ici même en compagnie de Lisa Mandel, la BDiste qu'on adore, qui a écrit une BD qui s'appelle « Se rétablir », dans laquelle elle rappelle que 70% des personnes qui ont un trouble psy se rétablissent. C'est-à-dire que, pas ils guérissent, le trouble ne disparaît pas, mais en tout cas, ils apprennent à avoir une vie agréable ou une vie correcte avec ou malgré ce trouble. Et c'est hyper important parce que ça va à l'encontre de tous les clichés, voilà, sur le fait que les personnes qui ont ces troubles sont condamnées à des vies invivables. Donc tu dis que tu vas mieux. Avec le recul, toi qui en as exploré beaucoup, tu dirais que c'est quoi la meilleure de toutes les thérapies ? Oh, wow. J'avais oublié cette question-là. Ah, désolé. Il y a une licence pour les TDA qui peut faire une liste. La meilleure de toutes les thérapies. Je pense que je dirais l'entraide. Je ne sais pas si c'est vraiment bien dit. Est-ce que je devais avoir une réponse genre un peu stylée ? Tu peux avoir la réponse que tu sinon veux. Je peux dire aucune limite. L'amour. Elle est bien. mais en vrai... Elle est vraiment bien. On applaudit l'amour, s'il vous plaît. Ouais, j'adore. Non, mais c'est... Pour moi, en réponse premier degré, c'est l'entraide, c'est tout ce qui est soutien par les pairs, ce truc-là de pouvoir vraiment voir des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous, qui savent comment ça se passe à l'intérieur de nous, à la fois valider nos émotions, mais aussi les voir évoluer en fait dans la vie, donc d'avoir des exemples. Ça m'a fait beaucoup de bien, quoi, à travers les groupes de parole. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'espoir et qui m'a beaucoup porté, en fait, ce truc-là. Voilà. Merci infiniment, ma Marie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à ma Marie pour son passage dans Folie Douce. Et merci au Mucem pour son accueil. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre flux sur votre plateforme préférée et à mettre des cœurs, des étoiles, des bonnes notes, des commentaires. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Et si vous voulez vraiment soutenir mon travail et si vous en avez les moyens, ça serait génial de vous abonner à La Douceur, ma newsletter hébergée par Substack. Le lien est dans la description de l'épisode. Allez, cliquez. Folie Douce est un podcast conçu, produit et animé par Lorraine Bastide. À la production et à la programmation, Marie-Laurence Chéry, assistée de Lou Ozanam Simon. Au montage et au mixage, Marion Emery. La musique du générique est une création originale d'Irma. Les visuels sont de Louison Coulombe. Les partenariats commerciaux sont gérés par Mélanie Vazeux de The Podcast Bureau.
Et le soutien est assuré par Morgane Noam, le psy préféré de Folie Douce. Merci pour votre écoute. Retrouvez-moi sur Substack et sur les réseaux sociaux. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez votre temps.